Bonjour à tous dans le vlog de l'année, ce qui tombe un petit peu sur des films au hasard, selon ce qui m'inspire ou quoi. Et cette fois, ça tombe sur Tron Ares. Ce qui est un petit peu rigolo parce que j'ai fait un post sur les réseaux sociaux où j'ai fait un commentaire à propos du film Tron Ares et tout le monde était genre... Tu as vu Tron Ares? Oui, je l'ai vu pour que vous n'ayez pas à le faire. Mais avant tout, sponsor. Mais oui, une pomme empoisonnée, c'est parfait pour éliminer Blanche-Neige une bonne fois pour toutes. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une pomme, évidemment, et de... Est-ce que quelqu'un a parlé de pommes? Garde! Ah bah non, ils peuvent pas me reconnaître. Parce que si vous aimez les pommes, j'ai l'idéal pour vous, la nouvelle gamme de boissons de chez Holly. Depuis quand j'ai un calendrier Star Wars dans cette pièce? Holly est une boisson énergisante, plus saine, sans sucre ou taurine, aux arômes et colorants naturels, le tout vegan. Même ce tableau avec tous ces trucs, d'où ça sort? Holly est aussi écologique car la boisson est vendue en sachet et pot contenant une poudre, pot qui est l'équivalent de 50 canettes. T'as juste à prendre ton shaker et la poudre de ton choix parmi les gammes énergie, iced tea ou hydratation pour les sportifs. Mets de l'eau et des glaçons, ensuite mets une cuillère à café de poudre dedans, secoue bien et voilà, tu as une boisson énergisante, fruitée et saine. T'es glacé si tu prends la gamme iced tea ou une boisson hydratante parfaite pour une activité sportive plus fruitée. Tu as toute une variété de goûts. Ma préférée c'est d'ailleurs la Strawberry Shark parce qu'elle mélange deux de mes fruits préférés, la fraise et la mandarine. Et d'habitude je suis pas très thé, mais grâce à Holly je me suis découvert une passion pour le citron au miel. Et depuis ma dernière sponsor pour eux, on a de nouveaux goûts, notamment l'alligator apple qui reprend parfaitement le délicieux goût du jus de pomme, ainsi que le thé vert à la pomme iced tea qui est aussi une petite merveille. C'est comme si c'était pas la même pièce et que le mec qui a tourné ça était juste fainé. Attends, pomme? Et si tu n'es pas sûr du goût qui pourrait te plaire, pas de soucis, tu as les packs découvertes juste pour ça. Tu pourras explorer toute la gamme de goûts de chez Holly et découvrir quel est ton parfum préféré. Et dès que t'as trouvé, tu as juste à te commander un pot de ton goût préféré et voilà. Et ça se marie bien avec le poison? Non, c'est des boissons énergisantes. Pourquoi on mettrait du poison dedans? Mais j'ai besoin du poison pour... Non, sérieux, arrête de parler de poison, parce que j'aime vraiment beaucoup leurs boissons et j'ai pas envie de perdre ce sponsor, s'il te plaît. Et surtout, ça marche. La gamme énergie utilise de la New Caf, de la caféine cristallisée, et vous booste sans crash post-caféine. Et la gamme Iced Tea a de l'antioxydant et des vitamines saines. Commandez-vous votre shaker et votre pack pour seulement 19,99 grâce au lien dans la description, et des codes Fermez-la qui vous offrent 10% de réduction, et Fermez-la 5 qui offre 5 € de réduction pour la première commande. Merci à Holly pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Et si c'est juste pour endormir quelqu'un? Le thé, c'est toujours l'idéal pour t'aider à dormir. On parle bien de dormir que quelques heures, hein? Oui, bien sûr. 1 million d'heures, c'est quelques, pas vrai? J'ai arrêté de te parler, toi. L'histoire de Tron, c'est compliqué. Pas l'histoire en elle-même, non, l'histoire c'est très simple, genre vos ordinateurs sont en fait d'un autre monde où il y a des programmes qui sont vivants, les jeux vidéo sont des arènes de gladiateurs et tout, et les programmes vous considèrent comme des dieux parce que vous êtes leur créateur, vous êtes leur utilisateur, donc ils doivent vous servir. C'est très simple mais très fascinant comme univers, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours pas mal de fans, on a eu des tas de produits dérivés avec les jeux vidéo, les comics, je crois qu'il y a eu des livres aussi, non? Et bien sûr les suites. Non, c'est compliqué dans le sens où... Disney a beaucoup de mal avec la licence Tron. Le premier Tron était considéré comme une déception commerciale. Peut-être pas un flop à proprement parler, mais pas le méga succès qu'ils espéraient avoir. Parce que voilà, disons-le, Tron, c'est un film que Disney espérait que ça allait être leur Star Wars à eux. C'est jamais arrivé. Pourtant, c'est un film qui a quand même son importance dans l'histoire du cinéma, surtout dans le traitement de l'image de synthèse et tout, parce que c'est justement un des premiers gros exemples, pas le tout premier, je pense pas, je pense qu'il y avait d'autres films qui avaient déjà fait un petit peu d'image de synthèse par-ci par-là, mais c'est celui qui a montré que oui, tu peux créer un monde gigantesque avec l'image de synthèse. Et bien sûr, l'esthétique kitsch, le charme, un petit peu de film de SF à l'ancienne, forcément, ça parle beaucoup à des gens. Bon, pour les années 80, c'est peut-être un petit peu trop ringard, voilà, faut le dire. La façon dont ça parle de science, de technologie et tout, il y a un petit peu cette naïveté qu'on retrouve plus dans des films des années 50 ou 60. Donc du coup, dans les années 80, où les films de SF, c'était des trucs comme Terminator, ouais, voilà, on n'était plus trop dans ce genre de naïveté-là. Du coup, Tron, c'est un petit peu resté dans les cartons. Il y avait quand même une petite partie des fans et des artistes de chez Disney qui espéraient refaire des trucs avec Tron, mais les producteurs n'ont jamais eu la grosse confiance non plus. Ils ont retenté des années après avec Tron Legacy. Est-ce
que ça se voit qu'il y a un reste de l'autocollant de l'étiquette cache web où j'ai acheté ce Blu-ray, non? Tron l'héritage qui était encore une fois sorti dans une période où Disney essayait absolument d'avoir sa propre licence blockbusters à la Star Wars ou Seigneur des Anneaux, hein, comme ils ont fait avec Pirates des Caraïbes, les Chroniques de Narnia et tout. Mais quand ils ont fait Tron Legacy, ils ont laissé tomber parce qu'ils étaient sur le point d'acheter Star Wars, donc du coup tous les films qu'ils ont fait pour essayer d'être leur propre Star Wars, hein, Tron, John Carter et tout, on laisse tomber maintenant finalement. Et d'ailleurs, Tron Legacy, c'était le film qui avait le mieux marché dans cette licence, mais pareil, c'était toujours pas assez de gros ouf, surtout que la même année, Disney s'était fait encore plus de gros ouf avec des films comme Alice au Pays des Merveilles. Du coup, ils se sont dit, ouais, vaut mieux qu'on fasse des films comme Alice au Pays des Merveilles que comme Tron en fait. Mais maintenant qu'ils ont Star Wars et qu'ils se sont fait beaucoup de gros sous avec les séries et films qu'ils ont produits sur la licence, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent dire que oh, Star Wars se plante parce que Disney fait n'importe quoi, parce que Wookiee, blablabla. Non, en fait, Star Wars, ça rapporte toujours beaucoup de sous, hein. On a beau critiquer encore et encore, il y a peut-être certaines séries qui se font annuler, mais apparemment c'est toujours une licence très profitable. Mais pour Disney, qui grossit de plus en plus, qui en est jusqu'à bouffer d'autres studios, et ben c'est pas assez, donc ils ont besoin d'encore plus de licences. Du coup, ils ont fini par faire un troisième film, donc forcément, les fans étaient intéressés de voir un troisième film Tron. Ils espéraient plus explicitement une suite à Tron Legacy, ou un truc qui conclurait la série Tron Uprising, mais bon, ça c'est du fantasme, je pense que Tron Uprising c'est encore plus mort. À ce qui paraît, c'est le meilleur truc qu'on ait fait sur la licence Tron. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais le peu que j'ai vu, il y a des chances. Parce que tout ce qui intéresse Disney, c'est le pognon. Du coup, avec ce troisième film, on sait pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête en fait. Faire une suite à Tron, ok, oui, il y a une demande et peut-être que à force d'insister, et comme on est dans une période où la SF à l'ancienne, ça commence à revenir à la mode avec le succès des dunes et tout, peut-être qu'il y aurait un moyen de le faire. Mais t'as l'impression que Disney a encore essayé de saboter Tron. Et non, je ne parle pas seulement du choix de Jared Leto dans le rôle principal, qui s'est un petit peu imposé de lui-même. À ce qui paraît, c'est lui qui produit le film, c'est lui qui a décidé que le film serait comme ça. Et Disney en a profité parce qu'ils avaient un petit peu laissé tomber les plans pour une suite à Tron Legacy, ce qui est fort dommage, surtout quand de l'autre côté, tu vois que le réalisateur de Tron Legacy, Joseph Kosinski, il est parti ailleurs pour faire Top Gun Maverick. Donc si Disney voulait vraiment se faire beaucoup de thunes, ils auraient fait revenir ce réalisateur populaire et l'auraient mis à la licence dans lequel pas mal de fans voulaient le revoir. Parce qu'encore une fois, Tron Legacy, c'était un succès commercial. C'était pas le méga hit qu'ils espéraient, mais ça avait quand même rapporté pas mal de sous. Et maintenant que les cinéphiles aiment encore plus le réalisateur grâce à Top Gun Maverick, il y a encore plus d'arguments pour lui donner une chance de faire cette suite. Mais non, à la place, il faut venir Joaquin Roming, le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5 et de Maléfique 2. Ah, et aussi de Face à la mer. J'ai pas vu celui-là, mais à ce qui paraît, il est nul à chier. Donc un réalisateur que, comme vous en doutez, j'aime pas beaucoup. Déjà que son Pirates des Caraïbes 5, ça avait zigouillé une licence que j'aime beaucoup, mais Maléfique 2, c'était plus proche d'un nanar que d'un mauvais film au moins. Donc un réalisateur qui fait des films aussi cons, qui s'occupe de Tron, ça fait peur. Et tu vois, malgré tout, j'avais quand même une petite espérance. Bon, j'en attendais pas grand chose de ce réalisateur, mais le plus gros problème de son Pirates des Caraïbes 5, c'était sa mise en scène artificielle. Dans le sens où Pirates des Caraïbes, ça a toujours été un truc qui se voulait un petit peu réaliste, sur le vif, un petit peu dégueu, voilà, malgré le fait qu'il y a des trucs fantastiques qui se passent dedans, bien sûr. Mais la mise en scène de Running était beaucoup trop propre, beaucoup trop visuelle, beaucoup trop blanche pour faire joli, quoi, vous voyez. Du coup, ouais, ça pouvait être un petit peu spectaculaire, mais ça collait pas avec l'univers de Pirates des Caraïbes. Mais par contre, ça peut coller pour un truc comme Tron, justement, parce que Tron, et ça ils l'ont parfaitement compris dans Tron Legacy, l'esthétique de Tron repose justement sur son cadre qui fait des jolies images, avec l'utilisation des néons et tout. D'ailleurs, l'utilisation des néons, pour dire à quel point c'était apprécié, je suis sûr à 100% que c'est à cause de ça qu'on a des tas de gamers et d'influenceurs qui adorent mettre des néons dans leur décor. Et là, j'ai vu la première bande-annonce et je vois qu'il a arrêté de faire ce genre de mise en scène et que maintenant il essaye de faire une mise en scène un peu plus sur le vif, un peu plus percutant à la Venom. Voilà, il essaie de réaliser le film comme Venom. Ça croit qu'il fait exprès juste pour m'énerver, quoi. Je commence à me poser ce genre de questions. Genre, il calcule, ok, quel genre de mise en scène il faut pour ce film-là, je vais faire l'inverse. Mais les gens, c'est pas leur argument principal pour ne pas voir Tron Ares. Non, leur argument principal, c'est Jared Leto, bien sûr. Acteur qui, comme je l'ai expliqué dans mon Fermé-là sur Suicide Squad, est ultra impopulaire. C'est l'un des acteurs les plus détestés, parce qu'il est pas si bon acteur que ça. C'est un gros égocentrique, il fait dans le méthode acting qui pourrit l'ambiance de tournage.
et il a des bails de secte chelou. Du coup, l'acteur est devenu tellement détesté qu'il a fait aucun succès commercial depuis Suicide Squad. Déjà qu'avant, c'était pas un nom qui faisait vendre des places, mais maintenant, c'est un nom qui fait fuir les places. Rajoute à ça que durant la campagne promo de Tron Ares, d'autres bails sont sortis sur le fait que c'est un agresseur sexuel. Rien pour sauver ce truc. Donc ouais, c'est mort, et ça a pas loupé, parce que le film est en train de se faire un tel plantage que les gens se disent qu'enfin, il faut qu'on mette fin à Tron. Pas la carrière de Jared Leto, parce qu'on continue à le mettre dans le film Maître de l'Univers qui sort l'année prochaine, et on parle de plus en plus de le mettre dans un 3e film Pacific Rim, ou dans une adaptation de Kerbal Space Program, genre... Quoi? Vraiment, ma théorie comme quoi Jared Leto il a un truc pour faire chanter tous les producteurs d'Hollywood, elle se tient de plus en plus parce que je vois pas du tout pourquoi ils insistent encore à lui donner des rôles principaux dans des gros blockbusters. Il y a des acteurs et des actrices qui ont eu moins de plantages que lui, qui ont eu moins de scandales que lui, et qui n'ont pas eu la chance d'être encore dans d'autres projets là. Et ce n'est pas la présence de Nine Inch Nails pour la composition de la BO qui va sauver les meubles, qui était, disons-le, le seul vrai argument de vente du film. Parce que vendre Tron Legacy sur le fait qu'il y a Daft Punk qui fait la musique, ça avait bien aidé aussi à l'époque. Le seul truc c'est que, ok, c'est pas pour dire que Nine Inch Nails c'est moins bien que Daft Punk, hein. Je pense que c'est qu'une question de goût, hein. Vous pouvez préférer un groupe ou l'autre. Moi personnellement je préfère Daft Punk, mais c'est pas le sujet. Non, le sujet c'est que Daft Punk qui fait la musique d'un film, c'était exceptionnel, tu vois, genre en dehors de Tron Legacy, t'as quoi comme film où la musique a été composée par Daft Punk? Interstellar 5555 et probablement un autre album concept, mais voilà, ça s'arrête à ça. Là où Nine Inch Nails fait la musique de ton film, je suis genre... Ouais, vous avez juste fait venir Trent Reznor et Atticus Ross pour faire la musique de votre film, c'est pas si exceptionnel que ça. Pratiquement tous les films de David Fincher maintenant sont composés par ces deux-là. Hein. Alors là, je regarde sur son Wikipédia et non seulement, oui, je confirme qu'il a fait les derniers films de David Fincher, mais en plus, il a fait la musique de Soul, donc c'est même pas le premier film Disney à avoir Nine Inch Nails à la musique. Il a aussi fait le film d'animation Tortue Ninja qui était sorti en 2023, voilà. Et là, je suis en train de voir, mais techniquement, cette année, c'est genre le 4e film dont il compose le film. Donc ouais, c'est pas si exceptionnel que ça. Hein. La seule véritable exception, c'est que cette fois, Trent Reznor, il se remet à chanter, ce qui est cool, hein, attention. Hein. Mais bon, voilà, je chipote un petit peu sur la pertinence de l'argument de vente, mais en vrai, avoir Nine Inch Nails à la BO, ça apporte la meilleure qualité du film, qui est la musique. Autant, encore une fois, j'ai une préférence pour Daft Punk, mais ils ont fait un très bon boulot dans ce film-là. Le seul problème, c'est que ça amène un petit peu aussi à un défaut du film. Le film laisse pas l'espace pour la musique. Il y a quelques moments où il la place suffisamment bien pour que ça illustre bien l'action, que ça se marie bien et tout, mais il y a quand même quelques d'autres passages où c'est tellement vite, il faut qu'on passe absolument à l'action suivante, où on fait que discuter tout le long, que du coup, voilà, la musique, elle est juste dans le fond, et t'as l'impression, voilà, elle est juste là pour décorer, c'est un petit peu dommage. Là où la BO de Daft Punk, le film laisse toujours la place pour que la musique respire, pour qu'elle apporte toute l'ambiance, toute l'intensité qu'apporte la musique, quoi. Mais ça, je sais pas si je le mettrais plus sur le compte de la compétence du réalisateur, que sur les méthodes de faire des blockbusters de tout Hollywood, surtout Disney, quoi, parce que on a un petit peu ce problème avec pas mal des films Marvel aussi. Là où c'était un crime pour moi, c'est que dans l'album qu'ils ont fait pour Tron Ares, le meilleur morceau, c'est Who Wants to Live Forever. Rien à voir avec la chanson de Queen. Mais voilà, c'est probablement ma piste préférée de cet album, vous pouvez la retrouver sur YouTube, hein, elle est sur leur compte Vevo, là. Et dans le film lui-même, elle est reléguée dans le générique de fin, et elle est gaspillée dans une scène qui fait 20 secondes, qui passe complètement à côté du sujet. Et c'est con parce que t'écoutes la scène seule, voilà, tu sens un petit peu que c'est une discussion un petit peu intime sur les émotions d'un certain personnage, et qu'il arrive à un moment à une espèce de transformation ou de transcendance. En fait, pour vous dire, quand j'écoute ce morceau, surtout vers la fin, où t'as la chanteuse qui fait Who wants to live forever, et elle fait traîner pour que le verre arrive bien plus tard. Dans ce passage-là, j'imagine tout le temps une scène un petit peu à la fin de Barbie, où celle-ci décide de devenir une vraie personne et qu'elle commence à voir les flashs de ce que c'est de la vraie vie d'une femme et tout. Ce genre de scène émotionnelle-là, voilà, c'est comme ça que je l'imagine, et c'est pas du tout ce que fait le film. C'est vraiment passer à côté de son sujet. Surtout que, voilà, la scène, elle est presque pareille, quoi. C'est une création qui rencontre son créateur et qui se dit ouais, je veux devenir une vraie personne, bah ok, voilà le moyen, et deviens une vraie personne. Par contre, fais gaffe, tu n'as qu'une seule vie. Justement, ça va avec le titre de la chanson, Wants to Live Forever. Oui, il veut pas être un programme éternellement, il veut être un vrai être humain, quoi. Mais faut croire que le réalisateur s'en fout complètement de ses personnages. Et quand tu vois ses autres films, ouais, je confirme, il s'en fout de ses personnages. Mais bon, je raconte ça, mais j'ai même pas expliqué de quoi parle cet épisode de Tron, hein. Ça se passe 10 ans, oui, c'est ça, oui, 10 ans après Tron Legacy, donc il est sorti en quelle année, lui dans 2011, putain, ça fait 14 ans qu'il est sorti Tron Legacy, je suis vieux. Mais enfin, 14 ans après les événements de Tron Legacy, Sam et Cora ont disparu.
Voilà, on s'en fout. Du coup, l'entreprise Encom, voilà, celle qui est au centre de toute l'histoire de Tron, a été repris par deux nanas qui sortent d'on ne sait d'où. On raconte qu'elles ont fait seules un jeu vidéo qui a eu un ultra succès, et je suis genre... au point de devenir patronne d'une corporation? Mais attends, on parle de quel jeu, hein? Parce que de la façon dont on vous en parlait, ça a l'air d'être un jeu vidéo un peu, pas exactement AAA, mais pas loin, mais ça se fait pas avec deux personnes maintenant. Le monde des jeux vidéo, ça a évolué depuis les années 80, une seule personne, ça suffit plus, hein. Mais voilà, elles sont à la tête de cette entreprise et elles essayent de faire de l'humanitaire. Et de l'autre côté, t'as Dillinger, pas joué par Cillian Murphy, malheureusement, voilà, parce que, encore une fois, tous les trucs qu'avait laissé Tron Legacy pour faire une suite après, on l'ignore complètement. Non, cette fois, le descendant de Dillinger, son petit-fils, est joué par Evan Peters. Voilà, donc... y a pas que Jared Leto dans le casting est problématique, tu vois. Parce que Evan Peters, qui joue le petit-fils de David Warner, et qui est censé être le grand méchant de cet épisode-là, je le prends pas mal, hein, mais je vois encore le copain loser de Kick-Ass, là, en fait. Bon, enfin, lui, il est parti de son côté, il a fait sa propre entreprise avec sa mère, jouée par Gillian Anderson, meilleur personnage du film, mais on en revient. Et malgré le fait qu'ils sont séparés en deux, ils ont un petit peu les mêmes technologies d'accès à la grille, au programme, avec des lasers qui permettent de matérialiser des trucs ou de transférer des trucs. Et Dillinger utilise ça pour créer des soldats artificiels et des véhicules qui pourront servir à l'armée américaine. Alors, ouais, c'est intéressant... mais on a sauté 4000 étapes là en fait. Genre, vous avez découvert que la grille existe, donc qu'il y a ce monde virtuel auquel on peut s'y rendre, où il y a des programmes qui sont pratiquement de vrais êtres vivants qui peuvent réfléchir par eux-mêmes et interagir avec nous, et au lieu de te contenter de ça pour vendre ton entreprise, voilà, parce que c'est quand même un truc incroyable quoi, justement, ça va intéresser beaucoup de scientifiques et tout ça, tu dis non c'est pas assez, je vais aller un peu plus loin, je vais dire que je peux créer des soldats et des armes avec ça. Je sais pas, c'est comme si tu crées le vaccin contre le cancer mais que c'était pas assez pour toi, non, faut que tu trouves un truc qui permet de changer la couleur des yeux. Donc, non, c'est déjà bien ce que t'as fait, mec. Là où les sœurs Kim, dont une a décédé hors champ, parce que faut un petit peu du drama à la Disney avec un parent mort, veulent utiliser cette même technologie pour créer quelque chose de plus bénéfique pour l'humanité, des OGM. Oui, c'est un peu le gros problème de cet épisode de Tron, c'est que c'est gentille corporation contre méchante corporation. Il y a juste un problème, toutes les corporations sont méchantes, on le sait maintenant en 2025. Du coup, la façon dont t'essayes de me vendre qu'il y a une gentille corporation et en fait l'intelligence artificielle et tout, c'est juste un outil et tout dépend de comment on l'utilise, sachant que Disney essaye vraiment de forcer l'utilisation de l'IA pour la production de leurs films. Voilà quoi, ça passe très mal, surtout que on parle de Tron. Il mettait en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrôler les corporations. Et là maintenant tu dis non, c'est bien d'utiliser les intelligences artificielles pour contrôler des trucs, c'est juste faut que ce soit une bonne personne qui l'utilise. Non, ça marche pas. Mais enfin, Dillinger, il essaye de vendre un petit peu son armée artificielle, voilà. Il arrive à convaincre l'armée, notamment avec Ares, joué par Jared Leto, justement. Il y a juste un petit problème, c'est que les soldats et les véhicules se désintègrent au bout de 28 minutes. C'est pareil du côté des OGM de la gentille corporatiste. Et du coup, l'enjeu du film, c'est de retrouver un code qui permet de rendre les créations de la grille réelles dans notre monde. De faire en sorte qu'elles perdurent plus de 28 minutes. Alors autant pour les OGM, je vois l'intérêt, parce que bien sûr, quand tu fabriques de la nourriture, tu veux que la nourriture perdure le plus longtemps possible, mais pour les soldats, qu'est-ce que ça change vraiment? Limite c'est avantageux parce que c'est une armée jetable quoi, tu peux les rebooter et le relancer après quoi, c'est pas bien grave que ça dure que 28 minutes. Mais non, le patron veut absolument que son armée soit éternelle. La gentille corporatrice la trouve attend dans un vieux floppy disk dans une base dans l'Antarctique menée par sa sœur décédée. Pourquoi l'Antarctique? Et du coup, Evan Peters, qui avait hacké son ordinateur en envoyant Tron tuer quelques programmes dans la grille pour illustrer le fait qu'il est en train de s'infiltrer dans son ordinateur pour lui voler des informations, voilà, basique, hein, c'est un petit peu la même utilisation que dans le premier film Tron, la façon dont on illustre ça. Et grâce à ces informations, il découvre qu'il a trouvé le code. Du coup, Evan Peters fait le truc le plus logique, kidnapper la patronne d'une corporation avec ses soldats artificiels. What? Ouais, ou alors tu attends qu'elle banalise cette technologie à force d'expérimenter dessus et tu récupères le code avec des transactions avec cette compagnie pour que ça serve pour ton armée quoi, ça va être plus long d'accord mais voilà, c'est vraiment juste pour être prompt quoi. C'est là que tu commences à voir que en fait le méchant principal il est complètement con. Alors je vois ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de moquer un petit peu cette nouvelle génération de Richard, chefs de corporation, qui sont tous des enfants gâtés, voilà, des enfants de privilégiés et qui savent pas du tout ce qu'ils font. Oui, je comprends ce que vous essayez de faire.
Mais à force de juste les ridiculiser, de les rendre pathétiques comme ça, vous dites rien, vous faites juste un dessin moche de Elon Musk et c'est tout, quoi. Superman, tu vois, avec le personnage de Lex Luthor, il s'attaque aussi au même genre de Richard et de chef de corporation, sauf que lui, il se concentre un petit peu sur le danger qu'ils peuvent représenter, voilà. Oui, ce sont des abrutis qui antagonisent vite tout et n'importe quoi, mais le problème, c'est qu'ils sont plus intelligents que ça, qu'ils arrivent à manipuler les médias pour réussir à convaincre les gens qu'il faut être de leur côté. Mais là, je suis désolé, tu es pas du tout de son côté. Attends, il envoie 2 soldats qui foutent la merde en ville pour kidnapper le PDG d'une autre corporation, c'est n'importe quoi. Ouais, mais une fois que j'aurai réussi ce que j'essaye d'accomplir, eh ben ils me pardonneront. Non, ils te reprocheront d'avoir juste volé une technologie. Tu sais, c'est une autre corporation, ils sont capables de se défendre en termes de médias et d'avocats, hein. Puis voilà, les gens vont savoir que tu as volé une super technologie pour créer des soldats au lieu de créer des fruits. Les gens vont pas être contents, hein. Mais bon, après une scène d'action où on voit que la patronne d'entreprise, elle est capable de faire des cascades de ouf. Oui, voilà, c'est... Je sais que le terme girl boss, c'est un petit peu trop connoté sexiste et masculin, mais il y a des trucs vraiment importants à critiquer dans la figure de girl boss, et c'est le fait que, voilà, c'est mettre en valeur des patronnes, de glorifier des patrons d'entreprise. C'est ça vraiment le vrai problème de la girl boss. C'est pas le fait que c'est une girl, le problème c'est que c'est une boss. Et le fait que non seulement c'est quelqu'un de super intelligent qui veut sauver le monde avec des OGM et tout, et qu'en plus tu rajoutes à ça quelqu'un est capable de faire des scènes d'action, voilà quoi, ça devient un petit peu trop... Mais bon, elle arrive à échapper aux 2 programmes surentraînés, elle arrive même à se débarrasser du code pour être sûr que Dillinger ne pourra pas la récupérer. Du coup, Dillinger passe au plan B, à savoir prendre un laser de virtualisation et envoyer la meuf dans la grille. Une forme de kidnapping beaucoup plus efficace en fait, t'as juste à envoyer un hélico et c'est bon quoi. Du coup, pourquoi c'était pas le plan A? Donc il envoie dans la grille, voilà, il discute du fait que voilà, on va lui retirer le code parce qu'elle est apparemment dans son être, c'est un petit peu flou la façon dont ils essayent de justifier un petit peu ça. Et après ça, on la bute. Le problème, c'est que c'est le moment que Ares a décidé d'être intéressé de devenir une bonne personne parce que il a hacké les infos personnelles de la nana et a commencé à bien apprécier le personnage. Alors, ouais, je me doute que Jared Leto, il doit croire que le stalking, c'est romantique, mais... Du coup, il l'aide à sortir de la grille et ils ressortent par une base militaire où ils font leurs tests pour l'armée. Et là, je suis obligé de faire une pause parce que je suis en train de me rendre compte d'un autre truc, c'est que... Attends une seconde. Vous l'avez virtualisé en centre-ville, et maintenant elle en ressort quelques minutes après dans un entrepôt militaire. Vous avez créé la téléportation! Découvrir la grille, c'était pas assez un exploit, non, il faut aussi que la téléportation soit traitée comme quelque chose de banal, mais non, la téléportation, surtout qu'elle a l'air de marcher, malgré le fait que, grosso modo, vous utilisez des imprimantes 3D ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est quand même très important, la téléportation, pour le transport, pour l'envoi d'informations, pour l'envoi de ressources et tout, pour l'exploration spatiale et tout. Non, non, vous pensez pas l'utiliser pour ça? Mais vous êtes débile! C'est d'ailleurs pour ça que mon personnage préféré du film c'est Gillian Anderson. Déjà parce que c'est la maman de Dillinger, donc du coup c'est la fille de David Warner. Et là pour le coup, j'accepte que Gillian Anderson, elle est de l'ADN en commun avec David Warner parce que c'est le personnage le plus charismatique du film. Et l'autre raison pour laquelle je la kiffe, c'est parce que grosso modo son personnage c'est l'avatar des spectateurs parce qu'elle dit tout le long mais c'est complètement débile ce que tu fais, c'est pas possible. Donc Ares et la gentille corporatrice s'enfuient de façon un petit peu trop facile parce que c'est censé être une base militaire possédée par un mec riche, donc il doit y avoir des sécurités, des gardes un petit peu partout, mais ok. Et il se dépêche d'aller dans la gentille corporation parce que Ares, comme il vient de trahir, il va pas être rebooté s'il se fait tuer, donc du coup il faut absolument qu'il aille dans un autre truc pour être à l'abri de la désintégration dans le monde réel quoi. Du coup il se dépêche de retourner à Encom pour le mettre dans une grille qu'ils ont apportée. Ils ont des discussions un petit peu robots un petit peu froids qui discutent avec la nana, et c'est là que tu te rends compte c'est Terminator 3. Je sais que, je me doute que dans leur tête, ils espéraient refaire Terminator 2. Et le fait qu'ils font ça principalement pour de l'humour et que le personnage de Ares, il est pas très bien joué et pas très bien écrit, ouais, voilà, ça fait très Terminator 3. Par la maman. Mais bon, ils arrivent à Encom et il arrive à le mettre dans une grille de secours avec un laser de virtualisation qu'ils avaient en réserve, à savoir le laser du premier film. Ouais, voilà, c'est vraiment la partie où ils abusent un petit peu de la nostalgie des années 80. Genre, littéralement, Ares, il dit à plusieurs reprises, j'aime les années 80, j'aime bien Dépêche Mode et tout. Ouais, il joue super mal dans ce film. En fait, le truc rigolo, c'est que il est tellement mono-expressif que pendant le début du film, je disais,
peut-être que ça aurait été mieux s'il garde le casque tout le long. Genre, ça aurait été plus intéressant, ça aurait été un truc à la Mandalorian, voilà. Et le fait qu'il devienne petit à petit plus humain, ça aurait été pas mal, justement, d'illustrer ça avec le fait qu'on découvre petit à petit son visage. Et ça aurait peut-être été arrangeant s'il y avait besoin de remplacer un acteur problématique par quelqu'un de plus talentueux et de plus apprécié, parce que du coup, on aurait principalement à refaire des voix et quelques plans. Un petit peu comme on l'avait fait pour V pour Vendetta, quoi. Mais non, c'est Jared Leto qui produit, donc il faut qu'on montre sa tronche le plus possible. Mais bref, il l'envoie dans la grille du premier film Tron, où t'as encore ce moment de nostalgia porn où, oh regarde, on a repris les plans très jolis du premier Tron, et c'est le seul moment où le film, il est un petit peu bien mis en scène, tout simplement parce qu'il se contente de recopier le premier Tron. Voilà, là on vient de passer de Terminator 3 à Terminator Genisys, parce que le seul moment où c'est bien réalisé, c'est le moment où il recopie le premier film. Et c'est là que Jeff Bridges fait son caméo, oui voilà, c'est juste ça, c'est un caméo. Pourquoi il est là, sachant qu'il est censé avoir été désintégré à la fin de Tron Legacy? Je suis là parce que tu es là, du coup, blabla. Ta gueule, c'est de l'informatique, voilà, en 2025 on fait encore ce genre de choses apparemment. Et c'est un passage qui est très frustrant parce que il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une bonne scène. Et je parle pas du fait que ça se passe dans le décor du premier Tron, parce que ça je m'en fous. L'esthétique du premier Tron elle est bien, mais c'est pas primordial non plus de le reprendre. Surtout que, voilà, c'est moins impressionnant dans un film de 2025. Voilà, c'est très facile de reprendre cette 3D, cette esthétique dans un film actuel, quoi. Il y a des youtubeurs qui arrivaient à le faire il y a 20 ans, quoi. Non, ce que je trouvais intéressant, c'était justement la discussion entre ce fantôme d'un être humain et ce programme qui se découvre humain, tu vois. Il y avait une situation qui aurait pu être une bonne scène philosophique sur ce qu'est la vie, sur le truc. Genre, à un moment, il reparle un peu de Dépêche Mode en expliquant que, voilà, je préfère Dépêche Mode à Mozart parce que Dépêche Mode fait plus dans l'expérimentation technologique et je trouve que ça me parle, tu vois. Il y a même un moment où il s'arrête parce que il trouve juste pas ses mots et c'est un petit peu le moment où Kevin se dit « Ah, là, tu es parfaitement humain, en fait. » Mais c'est tout, tu vois, c'est tout parce qu'en fait, cette séquence-là est entrecoupée du climax. Oui, je sais, raconter comme ça, on est genre... Attends, le climax, déjà, à ce moment-là? Mais aussi parce que le réalisateur, il est contre créer une ambiance. Il déteste créer une ambiance, il déteste laisser une scène respirer. Il y a plusieurs moments dans le film où le film aurait juste gagné à faire une petite pause, à vraiment bien profiter d'une émotion ou quoi, genre quand Ares est dans la première fois dans le vrai monde, un des premiers trucs qu'il voit, il voit la pluie, il fait quelques blagues nulles avec les militaires, mais surtout un truc qui aurait pu être une scène visuellement intéressante, il voit des lucioles dans un parking. Et du coup, c'est sa première interaction avec quelque chose qu'il ne comprend pas complètement dans ce monde qui lui est complètement étranger. Le problème, c'est que c'est vite entrecoupé et ça enchaîne vite à une discussion entre les deux méchants. Du coup, il n'y a plus d'émotion dans ce passage-là. Pareil, la scène où il s'enfuit de la grille, voilà, avec la gentille corporatrice, il y a un moment où la corporatrice, elle est genre, putain, mais ce monde est magnifique, et elle touche un petit peu l'eau virtuelle, elle voit un petit peu les pixels que ça crée et tout, elle est fascinée par ça, sauf qu'on est au milieu d'une scène d'action, donc du coup, il n'y a pas d'émotion. Parce que ce film est tellement en accéléré que même les scènes d'action, c'est chier, en fait. Elles sont pas filmées de façon très intéressante, encore une fois, il a une mise en scène très sur le vif, qui est pas du tout le genre de mise en scène qui met en valeur l'esthétique de Tron. Genre, si tu regardes bien, les chorégraphies, utilisation de technologie par-ci par-là, il y a des idées, mais c'est complètement gâché par le découpage et par la mise en scène à l'ouest. Et comme tout le film s'empresse à passer au point scénaristique suivant, bah on n'a aucune émotion, on n'a aucune tension, et on se fait chier durant des scènes où on est censé s'amuser. Enfin, le climax, grosso modo, en à côté, il y a un autre programme de Dillinger, Athéna, qui a un petit peu le même genre d'évolution que Ares, sauf que elle reste enfermée dans l'ordre qu'on lui a donné, donc du coup elle se rebelle quand même contre Dillinger, mais pour mieux accomplir la mission que lui a donnée Dillinger. Un petit paradoxe qui aurait pu être intéressant, mais c'est juste bâclé à la dernière minute pour avoir un boss à combattre à la fin, quoi. Du coup, elle fait venir une grosse armée qui va attaquer la ville pour recapturer la corporatrice. Gillian Anderson, elle en a marre, donc elle débarque et elle est genre, bon, j'arrête tout, toi t'es viré, j'ai vu avec le conseil, plus jamais on te laisse en poste. Et elle essaye d'arrêter Athéna, mais Athéna la bute. Oui, ma malédiction sur mes personnages préférés continue, même dans les films de merde. Et ce que j'adore, c'est que même au moment de mourir, elle est trop drôle, Gillian Anderson, parce que grosso modo, quand il y a son fils qui le prend dans ses bras, qui est tout triste de voir sa mère mourir, elle, ce qu'elle dit, c'est entièrement de ta faute. Je suis obligé de respecter une meuf qui dit à son fils sur son lit de mort « Je t'ai jamais aimé !» Elle meurt comme elle a vécu, comme une badass. Mais enfin, il y a l'armée virtuelle qui arrive en ville, voilà. La corporatrice, elle voit ça et elle dit à ses mecs qui bossent pour elle de faire de la magie technologie pour désactiver la grille pour que ils puissent disparaître d'un coup, voilà, faire comme à la fin de Avengers, quoi, désactiver l'armée. Et elle part pour essayer d'attirer cette armée autre part, parce que c'est elle précisément qu'ils essayent de kidnapper, donc forcément
le plan il a du sens. Sauf que cette abrutie, elle va pas dans le toit pour aller récupérer un hélicoptère pour qu'elle puisse s'enfuir au loin, ce qui serait beaucoup plus efficace, surtout que voilà, c'est un véhicule volant aussi en à côté. Oh mais ils pourraient dégommer l'hélicoptère, bah non même pas, ils doivent la kidnapper vivante, ils doivent la remettre dans leur grille à eux. Mais non, à la place, elle décide de descendre à pied les longs étages de sa tour et de descendre en ville pour être sûr que la ville en prend plein la gueule. Mais Ares revient en passant par l'ordinateur de Kevin dans l'arcade, qui n'est pas du tout lié à la grille où il était, parce que dans le labo de Kevin, c'est censé être la grille de Legacy, pas la grille du premier film. Mais bon, il se retrouve là, il a changé de couleur parce que maintenant il est gentil, il bute Athéna, un échange de dialogue qui... dans un autre film aurait été très bien, mais ici est complètement gâché. Je faisais que suivre le but de mon existence. Et Ares lui répond, non, tu ne faisais que suivre ta programmation. Le but de l'existence est encore à déterminer. Et accomplissement de Ares qui a obtenu ce qu'il voulait, parce que maintenant c'est un être humain, et il part découvrir le monde. Et on tease le fait qu'il va peut-être retrouver Sam et surtout Cora, parce qu'il a apparemment reçu une photo dédicacée de l'actrice qui joue Cora. Et... ouais, un petit peu dommage d'avoir mis de côté Cora, parce que tout le truc de un être virtuel qui arrive à aller dans le monde réel et à vivre une vie, eh ben, ça devrait tourner autour d'elle, parce que c'est littéralement la première meuf à avoir fait ça. Ça aurait même été plus intéressant, parce que son ADN, voilà, surtout quand on sait que c'est pas un programme comme un autre, voilà, c'était un ISO, voilà, il y a un être qui s'est créé d'elle-même dans la grille de Kevin, voilà, il y a quand même un truc intéressant là-dessus, quoi. Donc mettre de côté ce personnage tout le long du film et se contenter d'une photo à la fin, ouais, c'est dommage, quoi. Et... la fin post-générique, c'est hilarant. On voit que Dillinger s'est retrouvé dans sa propre grille pour fuir les autorités et il tombe sur un disque, voilà, où il s'approche du disque et s'apprête à le prendre. Tu entends quelqu'un qui chuchote Sark, et il le touche et tu vois qu'il commence à devenir Sark dans le premier film, le personnage joué par David Warner, et il y a rien qui va. Alors déjà, premièrement, connard, t'as juste refait la même scène post-générique que Pirates du Caraïbes 5. Oh, on tease le retour d'un méchant bien plus apprécié que celui qu'on a mis dans ce film de merde. Ouais, non, ça marche pas, parce que tu vois, David Jones, ouais, peut-être qu'il y a un petit peu de gens qui auraient aimé le revoir, parce que c'est vrai que c'est un méchant très charismatique, mais Sark, c'était plus le serviteur du vrai méchant du film. Si c'était teaser le retour du MCP, bon, ça aurait fait un petit peu Somehow Palpatine Return, voilà, c'est tout aussi mal écrit, mais... voilà quoi, ça aurait été quelque chose quoi. Sark, il était personne, c'était l'homme de main. C'est même pas comme si on teasait le retour de Dark Vador, c'est comme si on teasait le retour de Tarkin quoi, mais genre... quoi? Et aussi, ouais, je vais prendre encore plus au sérieux ton méchant avec le costume de... avec son gros casque et tout, ouais, je vais trop le prendre au sérieux maintenant qu'il aura ce costume. Et l'autre point où c'est hilarant, c'est que c'est le seul film Tron qui tease un petit peu une suite. Il y a un petit peu... il y a pas vraiment de teasing total dans Tron Legacy, il y a juste des bases pour que, voilà, j'ai mis ça en place, ce serait bien de l'utiliser pour une suite, mais voilà, Tron Ares, il évite de les prendre, et c'est pas non plus, voilà, tu peux te contenter de la fin qu'on a, voilà, la conclusion elle est suffisamment satisfaisante pour que tu te dises, ouais, non, il faut absolument une suite. Mais là, la façon dont c'est amené, non, tu supplies qu'on ait une suite pour qu'on continue dans ton histoire de merde, là. Et il a fallu que ce soit pour le film où ça s'est tellement planté que maintenant on parle de la mort de la licence Tron. Mais bon, là, j'ai surtout parlé d'à quel point le scénario il est incohérent, la mise en scène est ratée, les acteurs sont pas ouf. Alors, ils ont pas forcément mauvais, Jared Leto aussi, il est mauvais, mais le plus gros problème, c'est l'erreur de casting. La seule personne qui est bien castée, c'est Gillian Anderson, et celle qui joue Athéna, voilà, elle est assez charismatique pour être un antagoniste assez intéressant. Et ouais, elle est, on va dire, la gentille corporatrice, même si, voilà, c'est un personnage qui est vite saoulant parce que le côté girl boss. Et Jared Leto, il essaye de jouer un personnage où il a pas le charisme qu'il faut, tu vois, genre, jouer ce personnage qui est artificiel mais se découvre des émotions petit à petit, se découvre une curiosité pour ce monde réel, il faut un acteur qui a un peu plus de charisme que ça. Pas forcément un Leonard Nimoy ou quoi, même Schwarzenegger, il arrive à capter ça quand il joue le Terminator, même dans les mauvais films Terminator, il arrive à capter justement ce petit mélange de je suis à la fois mignon mais en même temps je suis un robot qui tue, quoi. Mais Jared Leto, voilà, ça marche pas avec lui, parce que il parle tout le temps comme ça, t'as plus l'impression qu'il se fait chier plus qu'il est froid et sans émotion. Donc du coup ça marche pas. Evan Peters, j'en parle pas. Mais l'autre truc où faut qu'on parle, c'est au niveau des thématiques, parce que voilà, Tron c'est censé être de la SF un petit peu cérébrale. Toutes les thématiques de Tron tournent autour du rapport entre le créateur et la création. Justement l'idée que voilà, un programmateur qui a juste fait quelques lignes de code, il a fini par créer une forme de vie et il devient indirectement un dieu sans s'en rendre compte. Du coup ça questionne des trucs sur
sur le but de l'existence, le rapport à Dieu, la destinée et tout. Le premier film, c'est religion contre dogme, voilà, une forme autoritaire qui utilise des informations fabriquées pour forcer la population à l'obéir, quoi. C'est un dogme pas religieux, mais un dogme quand même. Et le confronter ça à des croyants et à une figure divine qui essaye de rendre le monde meilleur et plus juste, voilà, il y a des thématiques assez intéressantes philosophiquement, sur les religions, sur le sens de la vie et tout, quoi. Et aussi, l'autre truc qu'ils ont pas gardé dans cet épisode-là, et c'est très con, c'est dans Tron, les programmes avaient le visage de leur programmateur. Parce que Dieu créait un être à son image, voilà, tout ça. Mais aussi, ça crée aussi un parallèle un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles, ou au Magicien d'Oz, vous voyez. Genre, on voit que ces programmes sont un petit peu à la même place que leur créateur dans le vrai monde. Tron, il a l'apparence de son créateur qui est aussi un rebelle dans l'entreprise où il bosse. Le vieux scientifique qui est un petit peu le mentor de nos héros à Encom, il devient un vieux sage mystique avec beaucoup de sagesse dans le monde virtuel, etc. Tu vois, il y a un parallèle. Et pareil pour Stark, qui a la même apparence que David Warner, Dillinger, qui dans le monde réel est censé être le gros patron et le MCP est censé lui obéir, mais dans le monde virtuel, c'est le MCP qui contrôle Sark. Posons la question, qui contrôle qui finalement dans cette histoire? Beaucoup prétendent que ces thématiques ont disparu dans Tron Legacy parce que Tron Legacy voulait surtout faire un blockbuster school. Alors, je dis pas que Tron Legacy est parfait, hein. Il y a en effet quelques problèmes d'écriture et peut-être que la mise en scène aurait pu être mieux découpée. Genre, je suis le premier à dire que le réalisateur a des gros problèmes avec l'écriture de personnages féminins. Genre, même dans Top Gun Maverick, ces personnages féminins sont nuls à chier, hein. Korra, elle est pas très bien développée, les autres personnages féminins de Tron Legacy, pareil, quoi, c'est pas... Ils sont un petit peu là pour être jolis, quoi, finalement. Mais il avait compris les thématiques, justement, reprendre le fait que le programme a l'apparence de son créateur, ça va être utilisé avec un sens intéressant dans Tron Legacy, dans le sens où Kevin, il combat une part de lui, un passé glorifié, voilà, le lui des années 80, qui avait des visions de grandeur et qui espérait rendre le monde meilleur en se battant. Vrai Kevin Flynn, qui a mûri, qui a découvert de nouvelles choses, et qui voit maintenant son double comme une menace pour son fils, pour les choses qui comptent vraiment. Et c'est un sens de lecture qui marche aussi du côté de Sam, parce que il part retrouver son père, mais ok, lequel père tu veux, la vraie personne ou le père idéalisé que t'avais à l'époque? Et je sais que beaucoup critiquent l'effet numérique du rajeunissement de visage de Jeff Bridges dans Tron Legacy, et oui, c'est vrai que l'effet il a très mal vieilli, hein, je vais pas essayer de le défendre là-dessus. Le seul point que je défendrais un petit peu, c'est que ça marche sur Clou, parce que c'est censé être un être artificiel, donc forcément il a un visage artificiel, et quelque part, est-ce que le côté valet dérangeante, ça renforce pas un petit peu le côté dérangeant de ce personnage? Non, là où ça pose problème, c'est peut-être pour le vrai Kevin, parce qu'il y a quand même des scènes où c'est censé être le vrai Kevin, et c'est tout aussi moche, donc c'est un petit peu dommage. Mais surtout, voilà, le fait de rendre monstrueux le soi du passé, c'est quand même un truc intéressant, quoi. Peut-être que dans ses défauts, il a réussi à dire quelque chose d'intéressant, le film. Je vais même dire, c'est ce que j'aime beaucoup dans Tron Legacy, parce que c'est un petit peu l'histoire de Dieu qui découvre la théorie de l'évolution, qui découvre que, attends, il y a des êtres vivants qui sont capables de naître d'eux-mêmes juste en évoluant, juste parce que leur environnement avait des éléments propices pour créer de la vie. Et là où Kevin, voilà, le créateur, le dieu, il trouve ça incroyable et il veut absolument révéler ça au monde parce que ça change tout le concept de la vie, le dogme de Clou, voilà, son double maléfique, il est genre, ouais, non, c'est trop chaotique, c'est trop le bordel, faut qu'on détruise ça parce que c'est pas un système parfait. Et on revient encore à la confrontation entre religion, croyance, création et tout, quoi. C'est pour ça que Tron Legacy, je trouve que c'est quand même une très bonne suite à Tron. Mais Tron Ares, bon, déjà, ils ont complètement laissé tomber l'idée que les programmes avaient l'apparence de leur créateur, ce qui est très con, parce que tu vois, il y aurait eu un truc intéressant à faire, genre, faire en sorte que Ares, ou en tout cas le gentil programme qui finit par aider la corporatrice, et l'apparence de sa sœur, genre que ce soit un programme qu'elle avait commencé à créer et que Dillinger a récupéré pour sa grille à lui, tu vois, il y aurait un truc intéressant à faire ça. Ou même montrer Athéna avec l'apparence de Gillian Anderson, ou de l'apparence de Evan Peters, qui, oui, ça aurait été ridicule, mais au moins utiliser un petit peu ce parallèle entre le monde réel et le monde virtuel, quoi, parce que là, du coup, on a plus ça du tout. Parce que le plus gros problème du film, c'est que c'est plus une histoire de fantasy, parce que quelque part, Tron, au-delà du côté SF, c'est un petit peu une histoire de fantasy, de quelqu'un qui se fait isekai, qui découvre un autre monde et tout, qui rencontre d'autres personnages et qui finit par les aider dans une guerre dans ce monde étranger. Du coup, faire passer ce Tron principalement dans le monde réel, bah on perd tout, quoi. Et le rapport religieux, alors tu vois qu'ils ont compris que Tron, ça parle de religion. Ce problème, c'est qu'ils sont cons. Donc du coup, la thématique religieuse est traitée très connement. Genre le fait que les programmes de Dillinger s'appellent Ares et Athéna, c'en est un point où ça m'étonne que le mec il se soit pas appelé Zeus, hein, mais bon, quelqu'un qui fait un petit peu le forcing sur ses références littéraires, on a déjà notre dose avec Alien Earth qui est avec le dos de con là, qui est beaucoup trop fan de Peter Pan là. Mais le fait que la corporatrice qui l'aide à se convertir à une autre croyance s'appelle Eve,
et que Jeff Bridges est codifié comme le dieu chrétien, le fait qu'il ait littéralement une seconde naissance et tout, c'est limite évangéliste là. C'est pas une réflexion, une exploration de thématiques intéressantes, c'est juste, c'est limite de la propagande évangéliste maintenant. Oh, et aussi au milieu, il y a un personnage qui s'appelle Seth. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop cons pour avoir capté que Seth c'est le nom d'un dieu aussi. Genre Seth et Arès, ils ont une discussion à un moment où c'est genre « Ah, tu t'appelles Arès comme le dieu de la guerre grecque !» Et je m'attendais à ce qu'ils répondent un truc genre « Ah, et vous êtes appelé comme le dieu des ténèbres d'Égyptiens ?» Non, même pas, non. Donc du coup, je me doute que c'est juste qu'ils savaient pas que Seth c'était un nom de dieu avant ça, parce que ça aurait pas de sens du tout que Seth soit du côté... Non, même pas, non, c'est pas un programme qui a aussi été converti, donc ça n'a pas de sens non plus, c'est juste un mec normal, mais voilà quoi. Et le côté SF, voilà, le propos sur l'intelligence artificielle, voilà, c'est aussi une forme de propagande, mais une propagande un peu plus corporative, genre, regardez tout ce qu'on peut faire de bien avec l'intelligence artificielle si on le confie à les bonnes personnes. Sauf que, voilà quoi, c'est pas le bon moment de faire ce genre d'histoire. Genre, l'histoire de cet être artificiel qui évolue et devient un être humain, voilà, c'est une histoire qui fascine toujours autant et qui peut donner de très bonnes histoires, mais dans le contexte de 2025, maintenant que l'intelligence artificielle, ça a une autre connotation, que c'est maintenant ce générateur d'images, de vidéos et de scripts qui sert à des fainéants et à des artistes sans talent de compenser leur absence de talent en recopiant un petit peu par-ci par-là et faire un gros mélange, et que des producteurs comme ceux de Disney commencent à voir ça comme une alternative pour ne plus engager de vrais artistes et foutre des tas d'artistes au chômage. Voilà quoi, faut faire attention à comment tu traites de cette thématique. Si ton message c'est juste les intelligences artificielles c'est tes amis, surtout quand on parle d'un combat entre deux corporations, voilà quoi, ça commence à devenir problématique. Et je pense que c'est pas innocent, je pense que justement Disney voulait justement faire une histoire qui met en valeur l'intelligence artificielle. Sauf qu'encore une fois, le premier Tron, l'intelligence artificielle, ça disait ouais, faut pas les laisser contrôler votre corporation, les intelligences artificielles. Si ce sont des êtres vivants, ben il faut qu'ils évoluent de leur coin, mais pas qu'on définisse ce qu'ils doivent faire. Et justement, le problème des intelligences artificielles, c'est pas leur existence, c'est le fait qu'on les utilise pour faire des trucs pour nous. Et mal, en plus de ça, hein. Mais voilà, ce film là a été fait sans réelle réflexion, alors que Tron, c'est justement censé être un petit peu cérébral. Même Tron Legacy, qui a été très critiqué pour être plus neuneux que le premier film, eh ben, il était pas mal cérébral malgré tout. Donc voilà ce que vous avez loupé en ne regardant pas Tron Ares. Vous avez bien fait de voir d'autres films. J'ai pas encore vu Kaamelott 2, mais ouais, je suis sûr que Kaamelott 2, ça vaut mieux le coup que ce truc. À l'heure actuelle, la licence Tron est partie pour mourir. Encore un truc que Jared Leto a tué. Tandis que la carrière de Jared Leto insiste pour continuer. Mais peut-être que Tron va continuer sous d'autres formes. Peut-être qu'il va continuer avec les différents jeux qui sont sortis ces dernières années. Peut-être qu'on va avoir d'autres comics ou des trucs comme ça. Donc voilà, quelque part, peut-être que les fans vont encore une fois continuer à maintenir en vie Tron, pour que peut-être un jour on en fasse vraiment le film que la licence mérite. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que voilà, Tron qui critique les méchantes corporations, quand c'est contrôlé par une méchante corporation comme Disney, ça va pas aller très loin. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Non, je n'ai toujours pas annulé ma vidéo sur Blanche-Neige, j'ai enfin bouclé le script et je vais tourner très bientôt. Merci encore Oli pour le sponsor et pour les délicieuses boissons, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Fermez-la.